Bonjour à toutes et à tous. Les présentations, sont faites. Donc, je suis secrétaire général adjoint du groupe Bolloré et en charge dans ce groupe des questions éthiques et notamment de responsabilité sociale. Alors, mon intervention sur les Blue Zones ou la technologie au service des territoires est un peu particulière puisque justement, ce n'est pas les équipes de la RSE qui sont intervenues dans les Blue Zones, mais bien évidemment les opérationnels. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, parce que ces projets soient portés en direct par les opérationnels. Et nous sommes là pour les accompagner, bien sûr, mais il y a une appropriation de ces travaux par les équipes locales. Donc quelques mots peut-être de contexte. Le groupe Bolloré, c'est 55 000 collaborateurs. Il intervient dans un peu plus de 150 pays. C'est des métiers, les trois axes de nos métiers, c'est la commission de transport et la manutention portuaire, enfin c'est le transport et logistique, le stockage d'énergie et la communication. Le transport et la logistique, j'allais dire, ce sont les activités dans lesquelles nous sommes connus, notamment à l'international et notamment en Afrique, avec le portuaire, le ferroviaire et tout ça. Et puis, le stockage d'énergie, c'est en fait la continuation de notre activité première, qui était les films plastiques et les films ultra minces, puis les films plastiques qui nous ont amenés à travailler sur des condensateurs, et donc qui se trouvaient en Bretagne. Donc la Bretagne qui était, ça je dis ça devant des gens qui savent bien qui connaissent bien le Bolloré, mais qui me reprendront si je dis quelque chose ou s'il manque quelque chose. Donc la maison mère, j'allais dire la Bretagne, devient maintenant, avec cette technologie de stockage d'énergie et nos batteries électriques, également le lieu, j'allais dire, de l'innovation et finalement de la projection de Bolloré, du groupe Bolloré, finalement, dans les années qui viennent. Donc on est bien quand même dans du durable et de l'implantation durable dans les territoires dans lesquels on se trouve. Donc, peut-être qu'on peut mettre, oui, les premières... Voilà, c'est pour situer le contexte. Contexte, donc, nous sommes en Afrique depuis longtemps. On est implanté dans un peu plus de 46 pays, je dirais, d'Afrique. Enfin, en tout cas, vous voyez, dans de grandes boucles, puisque nous étions au début sur le portuaire. Et puis, nous sommes développés en Afrique francophone et maintenant anglophone et lusophone. Donc, on est à peu près dans de nombreux pays en Afrique. Pardon, excusez-moi. Et donc, pourquoi ce développement de nos batteries électriques en Afrique? Là aussi, pour faire des démonstrateurs. C'est-à-dire qu'on a commencé les batteries électriques, l'usage des batteries électriques dans le cadre de la mobilité, en France, en Europe, et c'est nos voitures électriques, les Autolib que vous voyez à Paris, mais également à Lyon et à Bordeaux, les bus électriques qui se développent, les tramways maintenant électriques. Donc là, on était sur la mobilité durable, on était sur cette batterie lithium métal polymère. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de la batterie ici parce que c'est pas forcément l'objet. Enfin, en tout cas, c'est pas tout à fait le sujet. En tout cas, ce sont des batteries sèches et qui s'adaptent à des conditions de température très différentes. Et ce n'est pas sans importance, notamment en Afrique. Donc, on a développé beaucoup de solutions de mobilité avec nos batteries. Et en Afrique, où il nous a semblé que c'était un bon lieu pour faire des démonstrateurs sur les batteries stationnaires. Et donc, pour coupler finalement avec des panneaux photovoltaïques, coupler des panneaux photovoltaïques avec nos batteries stationnaires pour fournir de l'énergie finalement à des zones qui n'en ont pas. Ça a été évoqué ce matin par Lionel Zinzou, par le représentant d'Atos et par d'autres. Je dirais une grande banalité en rappelant que l'Afrique aujourd'hui a des besoins en énergie très forts, et notamment dans certaines zones, plus que d'autres. Ce démonstrateur que constituent les Blue Zones, ça ne prétend pas être la réponse en matière de couverture de besoins énergétiques à l'Afrique, c'est une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que se développe, et là encore, ça va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit ce matin, c'est
une série de réponses qui apporteront finalement des solutions, je pense, à cette question. Donc pour ce qui nous concerne, nos batteries électriques, donc on a décidé de les installer dans un premier temps le long des lignes de chemin de fer, puisqu'on est concessionnaire de lignes de chemin de fer. On a en Côte d'Ivoire, au Cameroun et également maintenant au Bénin, en tout cas prochainement au Bénin. L'idée, c'est que, je ne vais pas revenir là-dessus, l'idée, vous voyez, c'est qu'on a une boucle ferroviaire. Le groupe Bolloré s'est engagé à terminer, j'allais dire, cette boucle qui relie Abidjan à Cotonou et à Lomé, qui n'était pas, enfin, les gens qui connaissent l'Afrique pourraient le dire mieux que moi, mais qui n'était pas terminée depuis des dizaines d'années, et accompagner le développement de cette boucle de chemin de fer par l'installation donc de Blue Zones qui sont plutôt situées à ce jour en milieu urbain, donc, près des villes, donc près des gares, dans lesquelles nous intervenons avec nos lignes de chemin de fer, dans des terrains qui étaient en friche. Et donc sur ces terrains en friche, qui nous sont concédés, nous allons installer des panneaux photovoltaïques, et en partenariat donc avec Total, qui fournit ces panneaux photovoltaïques. On couple ça donc avec nos batteries électriques stationnaires, pour amener de l'énergie à tout moment à des zones qui n'en ont pas. Donc vous voyez, c'est une série de micro-réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que les 5 premières Blue Zones que nous avons installées, elles vont répondre à des demandes. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire à ce stade des besoins, mais en tout cas des demandes des communautés locales, des populations locales, que ce soit du public ou des ONG, pour développer finalement, selon le pays, ce qui leur paraissait prioritaire. Alors dans certains pays, c'est les questions des mini-dispensaires, dans d'autres, ce sera l'éducation avec des pôles de e-learning, dans d'autres, ce sera peut-être demain des développements de solutions de microcrédit, on verra là encore. Donc vous voyez que c'est l'intérêt de ces formules, c'est qu'elles sont adaptées chaque fois aux attentes normalement des populations locales. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, et même si on n'est pas du tout sur la même échelle, dans le débat précédent, on voit bien qu'on a tout intérêt, en Afrique comme ailleurs d'ailleurs, à démarrer le dialogue avec les acteurs locaux dès l'instant que l'on met en place une solution. Donc là, c'est vrai qu'au moment où on restaure ces lignes de chemin de fer, installer ces Blue Zones en disant finalement aux acteurs locaux, on vous fournit des espaces de quelques hectares sur lesquels vous aurez accès à l'énergie et vous allez décider, pour certains, donc je vous disais, d'installer un terrain de sport, une salle de spectacle, que sais-je, en tout cas des lieux aussi où les étudiants qui en a besoin, avoir accès à l'électricité pour recharger des portables ou autres. Donc, on voit bien que ces Blue Zones, donc on est vraiment dans le cadre de bonnes pratiques, puisque ça a démarré en début d'année, on est en train de construire les choses, qu'elles vont évoluer et qu'on ne prétend pas aujourd'hui avoir un modèle figé, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces modèles vont évoluer avec le temps, comment les populations locales vont s'approprier finalement ces Blue Zones, puisque l'enjeu c'est ça, c'est de mettre à disposition de ces espaces dotés de l'énergie aux locaux et qu'ils sachent finalement se l'approprier, en faire ce qu'ils veulent. Donc nous, c'est vrai que encore un point intéressant, c'est que par rapport à nos activités, c'est les patrons de chacune de nos entités qui vont piloter ces projets. Donc c'est pas, bien sûr que c'est l'impulsion de notre président, mais il n'empêche que ce sont véritablement et c'est pour ça que je disais que c'est de la RSE, mais faite par les opérationnels, et c'est ça qui est intéressant. Concrètement, on va prendre l'exemple de la Guinée, parce que je ne vais pas citer, je voulais juste lancer la discussion là-dessus. C'est le patron de notre filiale en Guinée qui a piloté l'installation de cette Blue Zone et qui a désigné quelqu'un qui va justement assurer le dialogue avec les institutionnels, avec les ONG, pour donner vie à cette structure. Donc peut-être, avant de passer le film, donc là vous voyez, ça c'est la première boucle ferroviaire, on peut montrer peut-être la seconde aussi. Vous verrez voilà, l'installation de ces Blue Zones. Encore une fois, il y en a 5 pour l'instant.
L'idée, c'est d'en développer d'autres et de développer même des blue points. Alors avant qu'on ne me pose la question, chez Bolloré, tout est bleu. Donc les lignes de chemin de fer sont bleues, les solutions sont bleues et les zones avec de l'énergie mise à disposition des populations s'appelle également Blue Zone. Voilà. Donc, nous allons prendre. Moi, je pensais aujourd'hui qu'il était plus intéressant, dans le cadre des ateliers de la Terre, d'avoir le témoignage du patron de la filiale qui a développé ça et de la personne qui est en charge de ce travail. Donc, je vous propose qu'on voit le film, un petit peu un film de présentation. Vous voyez un petit peu, voilà, ce que ça. Comment ça se présente, ces Blue Zones. C'est vrai aussi qu'on y reviendra dans ce dialogue, finalement, avec les acteurs locaux, c'est apporter le nécessaire, mais apporter aussi un peu de superflu, apporter un peu de rêve. Je crois que ça fait partie, les terrains de sport, les salles de spectacle, c'est aussi, bien sûr, encore une fois, hein, ce sont à ce stade encore des micro-réponses, mais pour nous, il s'agit de démonstrateurs pour montrer finalement qu'en Afrique, il y a un potentiel pour développer éventuellement ces solutions ailleurs que là où nous allons les développer dans un premier temps. Peut-être on peut aller sur le film. Présentation beaucoup plus précise que je l'ai faite de cette première, de cet exemple finalement de Blue Zone. Et maintenant, on va vous passer, avant peut-être de réagir, le témoignage donc de la responsable qui a été recrutée pour cette activité. Voilà, on remerciera Jean-Michel Maheu et Khadija qu'on a informés la semaine dernière et qui se sont voilà, parce que c'était bien plus intéressant que vous ayez les témoignages des locaux. Et puis chez nous, Clément et Flore qui ont monté le film là pendant le week-end pour que ça donne quelque chose de montrable et surtout que vous compreniez bien l'esprit dans lequel ces projets se sont montés. Voilà. Moi maintenant, je suis plutôt à votre disposition si vous avez des questions. Vous voulez un micro? Je vais faire passer les... Oui, merci, c'est super. Moi, j'ai une question sur la partie économique, parce que on comprend bien que bon, il y a toute une partie de technologie avec les batteries, les panneaux solaires, etc. Mais derrière tout ça, il y a une logistique et donc un fonctionnement. Donc, quel est le format économique de tout ça? Alors, est-ce que c'est de la subvention éternelle? Alors, pour l'instant, très clairement, tous ces premiers, ce sont des démonstrateurs. Donc, en fait, en partenariat, je vous disais, avec Total, nous installons ces Blue Zones et nous les mettons à disposition d'ONG, sociétés ou autres. C'est-à-dire que nous, le coût aujourd'hui, c'est les investissements, je ne sais pas moi sur les... c'est compliqué de donner des coûts. En tout cas, aujourd'hui, c'est Bolloré qui investit en installant donc ces panneaux photovoltaïques, ces batteries, qui les remet ensuite à disposition donc des personnes. L'idée à terme, évidemment, et puisqu'on va le développer, l'idée c'est qu'ensuite, si ces démonstrateurs paraissent pertinents aux acteurs locaux, c'est qu'ils puissent solliciter et demander justement que cette technologie soit développée dans d'autres lieux. De la même façon, on a commencé par les installer le long des lignes de chemin de fer parce que c'était quelque chose de... Ça accompagnait bien, j'allais dire, ce travail de réhabilitation de cette ligne de chemin de fer. Mais à terme, l'idée, c'est que les acteurs locaux puissent solliciter le groupe ou solliciter d'autres, en fait, mettre en place eux-mêmes ces technologies. Voilà. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais ce qui est intéressant, on est dans un plan d'aide, mais à terme, le projet peut être complètement viable, puisqu'en fait, je ne l'ai pas précisé, et là, on a démarré avec des batteries fixes neuves, mais l'idée ensuite, c'est que ces batteries stationnaires permettent de recycler les batteries mobiles en deuxième ou troisième vie. Vous voyez, c'est-à-dire quand elles ne sont plus assez puissantes pour être utilisées dans des voitures électriques ou des bus électriques, elles peuvent avoir une deuxième vie dans le cadre de ces batteries stationnaires. Voilà.
Alors justement, pardon, j'enchaîne juste sur cette question parce qu'elle est totalement liée. Vous avez expliqué très bien que c'était un projet un peu de démonstration, de test, etc. Et je voudrais faire le lien avec le sujet de l'électrification en Afrique, qui est un sujet clé, et à mon avis, ça doit déboucher là-dessus. L'électrification en Afrique, on sait que c'est important. Les 2/3 des Africains n'ont pas accès à l'électricité, tout le monde le sait. Mais j'aurais souligné ou rappelé qu'il y a à peu près 60% d'Africains qui vivent en milieu rural ou forestier, et un peu plus du tiers en urbanisation, et que le problème de l'électrification est totalement différent selon l'endroit où on habite. Si c'est en ville, il faut des grosses usines, ou thermiques, ou hydrauliques, ou atomiques, tout ce que vous voulez, pour apporter de l'électricité dans les villes, dans les grandes métropoles. Et ça, c'est un problème à la fois industriel et de réseau de transport électrique. Mais pour les 60% d'Africains qui vivent en brousse ou dans la campagne ou dans un milieu rural, c'est pas une grosse usine qui va leur apporter l'électricité, et il n'y a pas par ailleurs le réseau suffisant pour apporter l'électricité dans tous les villages, qui peuvent d'ailleurs être nomades par ailleurs, etc. Surtout compte tenu de la surface de l'Afrique. Donc la solution, c'est évidemment de développer pour la partie rurale des petites unités de production qui ne peuvent être que vertes et propres, et non pas au fioul, donc en gros éoliennes ou solaires. Et comme il n'y a pas du vent tout le temps et qu'il n'y a pas du soleil tout le temps, il faut bien stocker l'énergie. Autrement, ça s'éteint à 6h30, comme toute l'Afrique qui s'éteint à 6h30. Donc, je pense que ça, c'est un très bon exemple, voilà. Et je voudrais savoir, donc, c'est ma question, j'y arrive, si le groupe Bolloré a comme intention, en réalité, de décliner ça et de regarder les professionnels de l'électricité avec les professionnels de l'électricité, que sont par exemple EDF et d'autres acteurs d'autres pays d'Afrique, qui travaillent beaucoup là-dessus, à faire des joint ventures ou des projets qui vont dans ce sens-là. Alors, sur les projets long terme, je ne vous répondrai pas parce que dans notre groupe, on a un patron qui décide, mais il est très clair que l'on fera, si ces projets, encore une fois, si ces démonstrateurs sont pertinents, on fera ce que l'on a fait avec les voitures électriques. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de maîtriser nous-mêmes les pilotes, ce qu'on a fait quand on a construit nos premières voitures, où on a eu on n'a pas tout de suite noué des partenariats avec des gros constructeurs, avec les Renault, Peugeot et autres. Et quand notre modèle, finalement, où nos solutions sont apparues pertinentes, là, on est en train, puisqu'on a signé récemment des partenariats, par exemple, avec Renault et Peugeot pour les voitures électriques. Ce sera évidemment la même solution sur ces batteries stationnaires. Il est clair que si on veut les développer à grande échelle, et si le projet est pertinent, il faut qu'on s'adosse à ceux qui apportent l'énergie et qui ont les compétences et la possibilité de le développer sur une grande échelle. Puisque là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la maîtrise de quelque chose qui est artisanal, et c'est pour ça que ça marche vite, parce que finalement, la décision, vous avez, je crois qu'Khadija l'a dit mieux que moi, entre le moment où la décision a été prise et le moment où on inaugure, c'est 8 mois, et la construction de la Blue Zone, c'est 2 mois. On voit bien que si on était parti avec d'autres investisseurs, avec d'autres sociétés, on n'aurait jamais eu cette réactivité. Donc il est clair qu'il faut qu'on soit... en tout cas que le modèle que l'on développe, c'est que dans un premier temps, on soit seul pour être réactif, pour montrer qu'on est capable très vite de mettre en place quelque chose de pertinent, et ensuite pour le déployer à grande échelle, bien sûr qu'il faudra qu'on s'adosse à d'autres et qu'on développe des partenariats. Bonjour, ça fonctionne. Je suis très content, je m'appelle Arnaud, j'ai 23 ans. Je suis très content de m'adresser à vous ce soir parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler à une dirigeante ou un dirigeant de Bolloré. Je suis né en Afrique, je suis venu en France il y a quelques années. Et je viens d'une famille de paysans, ça tombe bien parce que toute la journée on a parlé du monde rural, des paysans, etc. Et j'avais une question sur la responsabilité sociale de Bolloré en Afrique en particulier, parce que vous y êtes implanté depuis très longtemps. Vous avez rappelé, vous avez 50 000 collaborateurs dans le monde, donc une bonne partie en Afrique. Oh oui, plus de 20 000 en Afrique. Plus de 20 000, voilà. Les Blue Zones, c'est très bien. C'est très bien parce que Khadija, elle a un emploi, etc. C'est très bien pour elle. Mais pour moi, la première responsabilité de l'entreprise, hein, au sens capitalistique du terme, même si elle doit faire des profits, c'est de créer des emplois, de donner du job, des boulots aux gens. Et vous voyez, quand les gens n'ont pas de boulot et quand ils sont paysans et qu'ils n'arrivent plus à vivre de la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent. J'étais au Cameroun il y a 2 ans et
les principaux centres urbains étaient très peu reliés, alors que Bolloré, via la Cameraille notamment, y est implanté depuis très longtemps. Donc ma question est la suivante. Est-ce que Bolloré n'a pas eu une stratégie, non pas de développement, mais de positionnement en Afrique pendant très longtemps, qui est un peu remise en cause aujourd'hui par l'arrivée des Chinois, etc., et qui a finalement empêché le développement d'industrie ou d'artisans, ou d'artisanat, parce que les agriculteurs, par exemple, du sud du Cameroun, n'arrivent pas à achever leurs marchandises au nord, et les éleveurs du nord n'arrivent pas à achever leur bétail au sud. Donc vous êtes très implanté avec le train. Est-ce que, voilà, pour moi c'est ça l'enjeu pour une entreprise comme Bolloré aujourd'hui. Est-ce que vous devez repenser votre politique de développement par rapport au contexte global et par rapport aux responsabilités aussi de ces millions de personnes qui meurent en voulant venir en Europe tous les jours? Merci. Merci de cette question. Évidemment qu'on doit adapter, c'est-à-dire que la politique de développement, notre responsabilité, comme vous dites, en Afrique, alors elle évolue au fur et à mesure d'abord de notre implantation, certes, mais surtout des besoins et des attentes des acteurs locaux. Sur les chemins de fer, Étienne Géraud connaît bien le sujet parce qu'il a accompagné ces actions pendant des années. Je pense que, comment dire, on a cherché dans un premier temps, le groupe en termes de responsabilité, à être un acteur économique de qualité et en tout cas donner une qualité, être assez exemplaire, je pense notamment sur le chemin de fer, par rapport aux conditions de travail et tout ce qui était accompagnement des personnes qui travaillent sur nos chemins de fer. Pour m'y être rendu moi-même, je me suis rendu compte effectivement et que l'esprit cheminot, il existait d'ailleurs de la même façon en Afrique qu'il existe en France, avec cette solidarité, cette compétence et autres. En revanche, c'est vrai que là où notre responsabilité s'élargit, et de toute façon c'est les textes sur notre obligation, les plans de vigilance et autres, notre responsabilité, elle ne se limite plus maintenant en tant qu'entreprise à bien accomplir ce pourquoi on est là, c'est-à-dire nous en l'espèce, être concessionnaire de chemin de fer ou de manutention portuaire. On a cette responsabilité-là. Je pense qu'on est des employeurs plutôt de choix, c'est un petit peu, j'aime pas ce terme, mais en tout cas de qualité, et que les personnes qui travaillent chez nous sont plutôt dans des bonnes conditions de vie. C'est vrai que ce qu'il nous reste aujourd'hui, ce que l'on doit aujourd'hui accomplir, mais c'est pas c'est une évolution que toutes les entreprises connaissent, et comme on est fortement implanté dans l'Afrique, cette responsabilité elle est encore plus forte. C'est vrai que nous devons nous préoccuper de notre environnement et que notre environnement il s'élargit et que notre responsabilité elle s'élargit. Alors moi j'oppose pas ce qu'on a fait sur les blue zones avec la responsabilité de l'entreprise en général, parce que je trouve que c'est l'illustration du possible. C'est-à-dire que vous voyez pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est, Khadija l'a rappelé, c'est l'appropriation de ces blue zones par les acteurs locaux. Le gros risque que l'on avait quand on monte quelque chose, un projet aussi vite, c'est d'arriver, entreprise française, avec notre solution qu'on aurait imposée aux acteurs locaux. Pas du tout. Évidemment, ça aurait été un échec, ça aurait été, en dehors d'une inauguration et de quelque chose de sympathique, les gens ne seraient pas venus ou l'auraient même rejeté. Donc l'idée, tout ce qui est important, c'est ce dialogue. Et de la même façon, donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus facile, de nouer le dialogue sur une activité nouvelle. Dans nos activités traditionnelles, que ce soit le portuaire et autres, on est en train de mettre en place justement des plans d'action locaux pour que les acteurs, les patrons des pays soient aussi d'une manière beaucoup plus formelle, parce que ils le font, mais jusque-là de manière informelle, de manière beaucoup plus formelle, en dialogue avec les acteurs publics et privés pour répondre en liaison quand même avec leur activité. Donc on ne peut pas quand même être complètement décalé, mais pour apporter des réponses finalement au développement des pays dans lesquels nous nous trouvons en Afrique. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne l'oppose pas. Et je trouve que c'est une bonne illustration, mais c'est vrai que nous allons devoir mieux
comment dire, mieux appréhender aussi le poids et la responsabilité d'un groupe comme le nôtre, qui est si lourdement implanté en Afrique depuis si longtemps, le poids économique, le nombre d'emplois directs que l'on draine, d'emplois indirects, toutes les actions, on essaie aussi de développer des actions qui ne soient plus du saupoudrage, des actions, j'allais dire, sociétales, assez classiques. Oui, mais ça a été, je veux dire, ça a été une première étape. Ce qu'on essaie maintenant, c'est d'accompagner là aussi les acteurs locaux sur sur leurs vrais besoins. Si dans tel pays on a une urgence sur un plan sanitaire, on accompagnera, et on le fait déjà. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on est en train d'ailleurs de faire ce travail d'état des lieux de toutes ces pratiques qui sont effectivement aujourd'hui, qui nous paraissent, même nous-mêmes qui n'en avons pas une absolue connaissance, qui nous paraissent assez disséminées pour donner plus de poids et plus de sens à notre engagement sur ces pays. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu. C'était plus sur la stratégie de positionnement, mais bon, c'est pas très grave. Je vais passer la parole à quelqu'un. Non, je voulais vous demander, bonjour, je voulais vous demander un peu le modus operandi. Vous parlez de dialogue avec les... Ah, pardon. That's fine. Hi, my name is Mubarak Masaudu. I'm an entrepreneur in the renewable energy space. Clearly, the project is splendid. I want to know two things. How are you going to sustain the project economically after the implementation of it? Is it that... Non, alors, j'ai un petit peu répondu. Aujourd'hui, une Blue Zone, ça, c'est 1 million d'euros. Ah, voilà, d'investissement. Après, sur le fonctionnement, on voit bien que, d'abord, il y aura l'entretien de tous ces équipements. Il y a les personnes comme Khadija qui sont en charge justement de l'animation de ces zones. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on ne va pas nous développer aux frais de Bolloré des Blue Zones un peu partout en Afrique. C'est de montrer que, encore une fois, c'est pour ça que je parlais, et là encore, on verra si c'est pertinent partout, des développements aussi de solutions de microcrédit pour des individus, des personnes qui ont des mini-projets. Aujourd'hui, encore une fois, le modèle économique, il sera différent, encore une fois, d'une Blue Zone à l'autre. Nous, on a mis à disposition un système des shelters, donc avec nos panneaux photovoltaïques et nos batteries, hein, et autour de ça, nous avons une concession donc de quelques hectares. Il est clair ensuite qu'on fera un bilan au bout d'1 an ou 2 ans de fonctionnement, un bilan sur le fonctionnement de ces zones pour trouver le modèle économique. Hein. Si vous voulez, je fais exactement le parallèle. On fait je l'ai dit tout à l'heure, avec ces Blue Zones, on a, j'allais dire, la même possibilité d'expérimenter, mais au bon sens du terme, que l'on a eu en France avec Autolib à Paris, où on était sur un espace aussi limité et qu'on s'est dit, on a avancé dans un premier temps, sans dire, en se disant, voilà, ça sera économiquement viable dans combien de temps. On démarre. On apprécie, on réduit au maximum les coûts, évidemment, parce que je crois que c'est plutôt la pâte maison de ne pas être dans des dépenses inutiles. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le modèle économique. On a juste quelques mois de recul. Hein. Donc c'était pour parler. Vous parliez de dialogue avec les politiques et tout ça. Justement, je voulais savoir quelles étaient les relations pays par pays. C'est du partenariat avec les politiques en place. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est comment vous identifiez ces Blue Points. Est-ce que c'est avec la mairie? Est-ce que c'est un social business dans un endroit un peu, dans des quartiers difficiles qui sont choisis? Est-ce que justement c'est une expérimentation dans ce sens-là ou pas? Merci. Alors, c'est vrai que là, vous parlez du dialogue avec les acteurs publics, avec les privés aussi, c'est compliqué. Parce que on l'évoquera peut-être pas, mais pour nous, le dialogue avec les parties prenantes locales, c'est aussi de bien identifier, s'agissant des privés, je fais une parenthèse, pardon, mais
j'allais dire, les bons acteurs, c'est pas bon en termes de bon ou mauvais, hein, c'est-à-dire que des gens qui soient vraiment représentatifs des attentes locales. Voilà. Et je ferme la parenthèse sur le privé. Sur le public, c'est le fait que l'on soit implanté durablement dans ces pays depuis 20 ans, 30 ans et même plus dans certains pays, et que donc nos patrons locaux sont déjà clairement identifiés par les autorités locales, le dialogue de toute façon existait déjà entre eux et les autorités locales autour de leurs activités. Donc ça a été beaucoup plus facile. C'est pas comme quand on arrive dans un pays qu'on connaît peu ou mal et qu'on va proposer une solution. Là, on savait que l'échange serait facile, en tout cas plus facile, et donc en tout cas que les attentes nous seraient plus clairement manifestées. Sur les Blue Points, on vous l'a dit, dans un premier temps, on part avec les sous-préfectures pour installer et c'est pour ça aussi que c'est un guide finalement, la ligne de chemin de fer, ça permet d'avancer selon cette ligne. Il est clair que la question se posera autrement quand on voudra développer ces Blue Zones, ces Blue Points ailleurs en Afrique. C'est j'allais dire, l'intérêt du chemin de fer, pour nous, c'était ça. C'était justement que le dialogue soit facilité et qu'on identifie dans un premier temps qui sera peut-être 1 an, 2 ans. Enfin, je veux dire, pour avoir un peu de recul, il faut quand même un peu de temps. Et se dire aussi, pour ne pas commettre d'erreurs, encore une fois, en termes de réponse aussi. C'est pour ça que le temps aussi pour analyser ce qui se passe est important aussi, parce qu'on verra bien très vite si on nous a dit il est possible que certaines Blue Zones, finalement, à terme, ou des Blue Points, on se dit c'est pas si pertinent que ça. Mais ça répond à une vocation sociale ? C'est une vocation sociale. Elles sont plutôt orientées jeunes, on avait dit jeunes et femmes, mais voilà, moi j'aime pas bien les catégories comme ça. C'est jeune parce qu'il y a une vraie attente, que c'est l'accès à des nouvelles technologies, puisqu'on l'a dit, hein, c'est l'accès bien sûr à l'électricité, donc l'eau potable, mais aussi les nouvelles technologies. Donc c'est vrai que c'est plutôt accès à des jeunes, mais tous ceux qui ont une envie d'y accéder, ou en tout cas de lancer des projets. Vous avez vu aussi des projets d'incubateurs, de micro-entreprises. Voilà. Alors, là encore, ce qui sera très intéressant, et c'est un petit peu le modèle d'Autolib, c'est de pouvoir faire un bilan et avant de développer beaucoup d'autres choses, de faire un peu une analyse de ce qui a marché, de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché, parce que c'est ça qui nous sur des modèles assez clairement identifiés, ce sera beaucoup plus facile de faire ce bilan. Excuse me. Moi non plus, je n'ai pas vraiment compris ni le business model, et je doute qu'il n'y ait pas de business model, même si c'est récent. Vous mettez 1 million d'euros avec... j'ai cru comprendre qu'il y avait 9000 abonnés. J'ai pas tout compris avec les 1 euro, mais il y a forcément un business model. Whatever, je voulais juste comprendre, est-ce que c'est une fondation, c'est du mécénat, c'est like everybody says here, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérêt derrière, avec aussi regrouper ces pays et les lignes de chemin de fer. Même si moi je trouve que le projet c'est très cool, je trouve ça très cool pour les jeunes et pour toutes ces personnes qui accèdent à, comme vous avez dit, le superflu et le rêve. Mais c'est quoi derrière, please? Ben, je crois que comment dire, on est au cœur de notre responsabilité sociale. Je veux dire, Bolloré est implanté durablement en Afrique. Le chiffre d'affaires en Afrique est important. Aujourd'hui, on nous demande de développer des lignes de chemin de fer, de restaurer ces lignes de chemin de fer, puisque c'est des concessions. Hein. Évidemment qu'il y a un intérêt business pour le groupe. La moindre des choses, j'allais dire, c'est aussi d'apporter une contrepartie. C'est pour ça que le business model, il ne se pose pas dans un premier temps. Et pourquoi il ne se pose pas dans un premier temps non plus? Encore une fois, quand on a pris la délégation de service public d'Autolib à Paris, c'était pas un modèle économique très rentable. Hein. On savait bien que, dans un premier temps, c'était aussi un démonstrateur. C'est l'intérêt, et c'est l'intérêt d'être un groupe familial, j'allais dire, et patrimonial, et aussi d'avoir des activités qui marchent, qui fonctionnent, qui nous permettent de développer des activités dont le modèle économique n'est pas clairement identifié. Sur le stockage d'énergie, ce sont nos activités, le financement que nous retirons de nos activités traditionnelles dans le portuaire, dans le ferroviaire, qui nous permettent aujourd'hui de développer ces Blue Solutions, finalement, alors qu'elles ne sont pas économiquement viables. Voilà. Bonjour. Just one.
Can I get one final question in? Hi, I'm David Hillman from the charity Stamp Out Poverty in the UK. I just wanted to ask how the presentation's fantastic, and it looks like there are lots of social gains that come from it. But it'd be interesting to understand how it fits into a national strategy. I mean, all of the developed countries had national electrification strategies, and then they electrified. But this is obviously, I don't know, a pilot, or it's testing out things. But how does it, with the different countries you're working in, how are you talking with these countries and relating what you're doing to a national electrification strategy? J'ai un relais, Non, mais moi, j'ai passé un petit moment chez Bolloré, c'est pour ça que je connais un peu l'affaire. Et là, je suis président délégué du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Non, je profite de cette question pour dire que, parce qu'on tourne autour du pot, là, depuis un quart d'heure. Pourquoi Bolloré fait ça? Est-ce que c'est avec des idées très méchantes par derrière, ou est-ce que c'est de la générosité, etc. Il faut comprendre que il y a quelques idées quand même qui animent les grands groupes. Il se trouve que le CIAN s'occupe des grands groupes français, mais pas uniquement français. Et d'abord, le premier moteur de notre action, mais c'est pas de créer des emplois, c'est de faire du bénéfice. Et il se trouve que pour faire bénéfice, il faut créer des emplois parce qu'il faut développer le chiffre d'affaires. Et en faisant ça, je peux vous dire que toutes les entreprises françaises sont totalement remplies de l'idée qu'il faut faire de la RSE et non donc du comportement social et environnemental. Non pas parce que c'est une obligation et qu'on est jugé là-dessus, mais parce qu'on pense qu'on a une obligation pour le développement de l'Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique. Et je vous prie de croire que les entreprises, françaises ou non françaises d'ailleurs, elles ne sont pas que mues par le profit et la recherche du bénéfice. Faites-nous juste le crédit d'avoir le droit, d'avoir une vision philosophique pour le développement du continent. Et on n'est pas tous que mus par le profit, et on a aussi le droit de dire, tiens, ce serait bien de faire, puisqu'on a les moyens économiques pour le faire, des choses qui rendent service au pays, au développement durable. On a parlé de Camrail. Je connais bien cette société, et je peux donner un exemple. Il y a 2500 salariés à Camrail. Avec les familles et les personnes qui tournent autour, au premier rang, au premier rideau de famille, ça fait à peu près 10 000 personnes. Cette entreprise assure les soins médicaux de la totalité des familles et évidemment des salariés de Camrail. Voilà une action qui a toujours eu lieu. Tu parlais de l'attachement au chemin de fer, mais nous n'avons pas l'impression de faire une action particulièrement généreuse en faisant ça. Nous faisons simplement notre travail, car il se trouve que nous avons une responsabilité sociale. Voilà. Oui, merci Étienne. Non, mais je veux dire par rapport à la question que vous avez posée, c'est le fait d'avoir des métiers diversifiés et que notamment en Afrique, on fait nos bénéfices sur le portuaire, le ferroviaire, nous permet d'avoir le temps de développer ces activités stockage d'énergie sans avoir la pression d'un résultat immédiat. Et pour répondre aussi à votre question, encore une fois, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, on développe quelques démonstrateurs, quand je dis tout seul, avec les acteurs locaux. Il est clair que c'est parce que c'est pour, expérimenter, encore une fois avec les acteurs locaux, la pertinence de ce modèle. Encore une fois, il y en aura d'autres. Mais le couplage, en l'espèce, de ces panneaux photovoltaïques avec nos batteries stationnaires. Si, comme on le pense, ce modèle est pertinent, évidemment que ça on inscrira ce projet dans le plan d'électrification plus global de l'Afrique et de chacun de ces pays. Encore une fois, c'est plus simple, je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup plus réactif, et il faut quand même le reconnaître, quand on agit seul, que si on démarrait tout de suite une expérimentation avec un partenariat. Moi, je travaille sur la responsabilité sociale. Auparavant, j'ai travaillé dans la politique de la ville, et quand on travaille avec une multiplicité d'acteurs, on sait bien que c'est beaucoup plus difficile de faire avancer les projets. Donc là, on a la chance finalement d'être un groupe familial, patrimonial et diversifié. On y va, on lance des projets. Et encore une fois, si le modèle nous paraît pertinent, à ce moment-là, on aura des partenariats.
grande échelle. Je peux faire ma question ou on n'a plus le temps? On nous a rien dit. On a le temps. Alors, moi, je suis Lisa Lovatsmith, donc je fais le keynote demain. Je viens du Ghana, donc Bolloré est très bien implanté. Donc, je vais venir vous voir. Mais le Blue Zone, ça me paraît extraordinaire et très amusant et super pour les personnes qui ont accès. Mais ma question, c'était un peu comme celle de mon confrère, mais pas par rapport à l'électrification du pays, mais je voulais savoir comment ces projets rentrent dans le budget ou la stratégie globale de CSR de Bolloré. Parce que quand on dit 1 million d'euros, si on dépense 1 million d'euros dans l'éducation, par exemple primaire, on a un effet. Si on met 1 million d'euros dans la prévention du sida, on a un autre effet. Si on met 1 million d'euros dans un complexe sportif bibliothèque, est-ce que c'est ça qu'on a vraiment le plus besoin en ce moment, dans cet endroit, ou est-ce qu'il y a des autres priorités et comment on décide quoi faire? Non, alors encore une fois, 1 million d'euros, c'était l'investissement, hein, on est bien d'accord, c'est pas sur le fonctionnement des projets. Vous avez tout à fait raison, nous, l'enjeu du développement de ces Blue Zones, et encore une fois, qui sont nées au moment où on développe ces activités de stockage d'énergie, c'est qu'elles répondent, c'est qu'elles soient pertinentes et qu'elles répondent aux besoins locaux. C'est-à-dire que c'est là que, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est évolué par rapport à 10 ans ou 15 ans, où on donnait finalement, on était dans le soutien à des projets dont on savait... dont on pensait qu'ils étaient pertinents, mais qui n'étaient pas forcément évalués. Aujourd'hui, on sait bien que la politique RSE, c'est aussi une évaluation quand même de tous ces projets. Donc en fait, l'idée, c'est que à terme, c'est pour ça qu'au bout d'un an, on va faire une première évaluation, contacter des acteurs locaux ou des ONG aussi, qui seront en capacité, comme on le fait, on commence à le faire dans notre évaluation plus générale de nos activités, que des agences de notation extra-financière, que des ONG viennent évaluer la pertinence de ce projet. Encore une fois, on a le droit, j'allais dire, d'expérimenter, et même je pense que il est plutôt utile de le faire avant de développer quelque chose, mais avant de développer, évidemment, attachons-nous à voir s'il s'agit d'une priorité. C'est pas non plus, quand je disais c'est du rêve, mais c'est pas non plus de la poudre aux yeux. On est bien d'accord, c'est pas tout d'un coup faire lancer comme ça une expérience et puis à côté de ça ne pas se préoccuper. Ce qu'on fait avec ces Blue Zones, c'est en plus de toute façon de toute notre politique CSR en matière sociale, en matière sociétale et bien sûr environnementale. Mais encore une fois, c'est là aussi, même sur ce modèle de dialogue avec les parties prenantes, c'est un modèle qu'on est en train d'expérimenter. Et on le fait avec d'autant plus d'attention que heureusement, on a été peu attaqué, j'allais dire, sur notre politique RSE en Afrique. Il se trouve qu'on est attaqué régulièrement à propos des plantations de palmiers à huile dont on est uniquement actionnaire. Et donc, on sait bien que l'absence de dialogue initial, se répercute longuement. Là, au contraire, on lance une nouvelle activité et tout de suite, on expérimente le dialogue. Ce dialogue, encore une fois, il va être différent selon les pays, parce que dans certains cas, même le patron local, là, vous voyez Jean-Michel Maheu, il est particulièrement actif. En plus de son activité classique, évidemment, il a passé beaucoup de temps là-dessus. Là aussi, sur des projets de ce type, on aura aussi le facteur humain qui sera important aussi. Oui, bonjour. J'ai eu la chance de collaborer il y a 3 ans de ça à peu près avec Xavier Roel au développement d'une petite station de bus électrique qui était prévue à l'origine sur la Côte d'Ivoire. Et je trouve assez merveilleux l'évolution de l'histoire. On était sur quelque chose à l'époque qui n'était pas très excitant, c'est-à-dire qu'il fallait approvisionner en électricité des bus qui allaient servir à je ne sais trop quelle activité à l'époque. C'était un développement techniquement fort intéressant. Le groupe n'était pas prêt à l'époque du tout en termes de batterie à livrer. Et ce que je trouve extrêmement joli, c'est qu'on partait sur une activité qui était peu
je dirais, peu émouvante. Le transport de passagers, c'est pas quelque chose de formidable. Et là, on passe sur quelque chose d'assez enchanteur avec la fée électricité qui apporte d'autres choses, qui apporte par l'intermédiaire de la possibilité de recharger les smartphones, etc., l'accès à la connaissance, qui apporte la possibilité de se réunir en sécurité dans des lieux protégés, éclairés, qui apporte la possibilité de boire de l'eau en sécurité. Et je suis également patron d'une ONG spécialisée dans la défense des intérêts des filières solaires, entre autres, et des filières énergie renouvelable. Et on est en permanence en but avec l'opposition des producteurs d'énergie centralisée et des grands énergéticiens dont parlait monsieur tout à l'heure, qui font un métier décidément très différent. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans l'évolution de ce projet, c'est justement cette dimension enchanteresse de l'électricité locale et qui permet de viser sociologiquement un décrochage de la dépendance aux énergies fossiles et aux énergies décentralisées. Et donc, je suis absolument heureux de découvrir l'évolution de ce projet au départ qui était tout à fait banal finalement. On faisait une gare routière électrique vers quelque chose qui est vraiment orienté vers le décrochage des énergies fossiles et des modes de consommation traditionnels de l'énergie. Et on est dans ce qu'il y a de mieux dans la disponibilité d'énergie locale. Voilà, c'était un petit commentaire. Merci. Merci. Je crois que c'est vraiment dans cet esprit qu'on le fait. Une dernière. Allez, une dernière. Une dernière pour la route. Je crois que vous avez oublié. Alors, moi, contrairement aux autres, je ne pense pas du tout que ça soit pas vraiment économiquement défavorable. Voilà, parce que justement, je pense que c'est comme ça que les jeunes ont besoin de s'épanouir pour justement promouvoir l'entrepreneuriat et tout ça, pour justement savoir ce qu'ils veulent faire à travers donc les centres sportifs ou donc elle nous avait aussi parlé dans l'incubateur d'entreprise. Et pour moi, honnêtement, c'est formidable. Et même il y a la médiathèque. Donc justement, je parle parce qu'aujourd'hui c'est un projet aussi que nous avons avec des amis il s'agit notamment des médiathèques. Et je voudrais savoir, en fait, vous nous avez parlé de partenariat avec des associations. Qu'est-ce que en fait les associations font avec les Blue Zones et comment vous... Mais c'est tel, sur certains projets, c'est les associations qui vont investir, j'allais dire, cette activité et ces lieux pour développer leur projet, en fait. C'est-à-dire que, je vous le disais, on met à disposition cet espace qui est doté de l'électricité et autres, et ensuite, alors, il est clair, et s'agissant de start-up et autres, qu'on va les soutenir dans un premier temps, nous ou d'autres entreprises, enfin, je veux dire, les acteurs locaux, mais la vocation est d'aider justement des micro-entreprises à se développer en ayant un espace, une permanence, comme on le fait ici aussi, un espace où ils vont trouver à la fois, bien sûr, ça, et aussi... et ça c'est important, c'est un point qu'on souhaite développer dans le groupe, et aussi des compétences. Parce qu'il est intéressant de voir aussi que quand je disais que le patron s'investit, le patron de nos activités s'investit, mais il a aussi des équipes autour, et que pour ces start-up, ces démarrages d'activités, les salariés qui le souhaitent, évidemment, les collaborateurs du groupe qui le souhaitent, peuvent apporter leur soutien à ces projets. Et je dois dire que ça aussi, c'est un point que l'on a commencé, qui existe, qu'on a beaucoup développé en France notamment, que l'on souhaite développer à l'étranger, qui est un élément de fierté finalement pour les collaborateurs de participer à des projets de ce type. Voilà. Je voudrais avoir une précision, en fait. Je pense qu'elle avait déjà posé la question, mais comment vous choisissez en fait vos implantations locaux? Alors, justement, je suis pas très précise, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que on s'est focalisé dans un premier temps près des gares, puisqu'on était donc plutôt en milieu urbain,
plutôt dans des coins, puisqu'on prend, je disais, on l'a rappelé, c'était des zones qui étaient un peu en friche, donc des coins qui avaient besoin d'un coup de pouce pour être réhabilités. Ça, c'est dans les gars. Et puis ensuite, le long de la ligne de chemin de fer, on va discuter avec les sous-préfets, les acteurs locaux. Alors c'est vrai que là aussi, il y aura sûrement la question de savoir pourquoi tel endroit, pourquoi telle ONG. Là, je sais bien qu'on rentrera dans cette question, on l'évitera pas, le dialogue, et pourquoi on travaille avec un tel, pourquoi avec un autre. Je crois que quand, encore une fois, l'intervention là de tout à l'heure de mon prédécesseur était intéressante sur ce point. Je crois qu'il n'y a pas une solution. Je pense que si les gens sont quand même de bonne volonté, et encore une fois, je trouve intéressant parce que c'est en plus, j'allais dire, de leur activité. Donc, évidemment qu'on peut toujours avoir une suspicion, mais je crois qu'on peut aussi faire crédit, j'allais dire, aux collaborateurs du groupe du fait qu'ils ont envie de s'investir finalement et sur ces projets-là, sur des projets que par ailleurs on mène dans le groupe. Hein. Mais c'est vrai que on s'adosse, pour être très précis, aujourd'hui aux acteurs publics, donc, et qu'il faudra être vigilant à la prise en compte de la parole de la société civile, des ONG et des communautés locales. Merci beaucoup Marie-Annick, bravo. Et on souhaite sincèrement beaucoup de développement en Blue Zone parce que c'est un beau projet. Merci beaucoup.